Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de 20 h sur RTI 1. Réunion de crise à la primature ce lundi 15 mai. Sur instruction du chef de l'État, présidé par le Premier ministre, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des autorités militaires, il s'est agi de trouver des solutions définitives aux troubles que le pays traverse. Il est dans la capitale française pour les Africa Days, des journées organisées par HEC Paris. Le vice-président ivoirien a échangé avec des chefs d'entreprise, principalement dans le cadre de partenariats avec la Côte d'Ivoire. La France a depuis ce lundi un nouveau Premier ministre. Édouard Philippe, maire du Havre, a été nommé par le président Emmanuel Macron au lendemain de sa prise de fonction. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le pays traverse une crise depuis hier dimanche due à des revendications des hommes en armes à Abidjan, la capitale, et dans plusieurs villes. Une réunion de crise s'est tenue dans le secret défense ce lundi, sur instruction du chef de l'État, présidé par le Premier ministre, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des autorités militaires. En première ligne, trouver des solutions concrètes et surtout définitives aux troubles que le pays traverse en ce moment. Au sortir de cette rencontre particulièrement importante, le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Danvaï, a fait une déclaration sur RTI 1 aux environs de 18h30. Nous vous proposons de l'écouter. Le mercredi 10 mai 2017, une délégation de soldats du contingent 8400 a été reçue à leur demande par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Au cours de cet entretien, les soldats ont présenté leurs excuses à la nation et ils ont informé le président de la République de leur décision de renoncer à toute revendication d'ordre financier. Force est de constater que des incompréhensions et divergences sur les déclarations du porte-parole de ces soldats ont abouti à des troubles dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, entraînant malheureusement des dégâts matériels importants, des blessés et des pertes en vie humaine. Face à cette situation, en vue d'éviter tout enlisement et plus d'endeuillement de famille, l'État-major général des armées a entrepris des échanges avec les soldats hier, dimanche 14 mai, et ce lundi 15 mai 2017. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise. Par conséquent, nous appelons l'ensemble des soldats à libérer les corridors, à retourner dans les casernes et à veiller à la quiétude des populations. Nous invitons les populations à garder leur calme et nous les assurons que tout est mis en œuvre pour un retour rapide à une situation apaisée. Voilà, c'était donc la déclaration du ministre chargé de la Défense, Alain Richard Danvaï, au sortir d'une réunion de crise à la primature cet après-midi. Nous vous proposons maintenant un point des effectifs de l'armée. La loi de programmation militaire pour les années 2016 à 2020 vise à renforcer les capacités des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale, notamment en moyens humains, matériels et financiers. D'ici 2020, les effectifs seront de 20 000 hommes pour les FACI et 20 000 pour la gendarmerie. Hamza Diaby. Les forces armées de Côte d'Ivoire comprennent 4 composantes principales: l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale. Loi numéro 2016-10 du 13 janvier 2016 portant programmation militaire pour les années 2016 à 2020. Elle vise à renforcer les capacités des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale en moyens humains, matériels et financiers. Le montant cumulé de sa mise en œuvre s'élève à 2 253 milliards 600 millions de francs CFA, un montant actualisé chaque année par application du taux d'inflation. Les effectifs des forces armées en fin d'année 2020 seront de 20 000 hommes pour les FACI et 20 000 pour la gendarmerie nationale.
La dynamique de la réforme se décline en 3 axes majeurs: la réduction des effectifs, l'optimisation et la réorganisation des ressources humaines, la réorganisation des structures et la réforme du cadre institutionnel, le renforcement des capacités opérationnelles. La Côte d'Ivoire est divisée en régions militaires. La première région concentre l'essentiel des effectifs autour d'Abidjan. Les unités qui y sont basées sont le 1er bataillon de commando parachutiste, le 1er bataillon d'infanterie, un bataillon blindé, le bataillon d'artillerie sol-air, un bataillon de commandement et de soutien, le groupement numéro 1 de la garde républicaine. La 2e région militaire, quartier général à Daloa, c'est le 2e bataillon d'infanterie. La 3e région militaire, quartier général à Bouaké, abrite le 3e bataillon d'infanterie, le 1er bataillon du génie et le bataillon d'artillerie sol-sol. La 4e région militaire à Korogo avec le 4e bataillon d'infanterie. Les forces spéciales ivoiriennes, leurs effectifs sont classés du secret défense. Leur devise, dernier recours. 2 brigades d'infanterie parachutiste, 2 unités commando, 2 bataillons d'assaut aéroportés, un bataillon de chasseurs alpins et une brigade légère de sécurité composent cette force. C'est un ensemble d'unités militaires spécialement formées, instruites et entraînées pour mener un éventail de missions particulières allant des opérations spéciales dans le cadre d'un conflit classique à celles relevant de la guerre non conventionnelle. La garde républicaine, elle, dépend du cabinet militaire de la présidence de la République au même titre que le groupement de la sécurité présidentielle dont les éléments sont issus des forces terrestres. La garde républicaine est chargée de missions de sécurité et d'honneur au profit des hautes autorités de l'État et des institutions. Les articles 16 et 17 de la loi de programmation militaire indiquent que les capacités opérationnelles des forces armées de Côte d'Ivoire sont renforcées, entre autres, par l'acquisition de matériel de mobilité terrestre, aérien et naval, de matériel de maintien d'ordre, d'armement et systèmes d'armes, la construction de nouvelles casernes et la réhabilitation de celles déjà existantes. Dans la commune de Yopougon, corridor de GESCO, la circulation est désormais possible. Le corridor est ouvert, cela après l'intervention du CCDO. Les hommes du Centre de coordination des décisions opérationnelles ont échangé avec les jeunes gens non armés qui occupaient le corridor ce matin. Isaïo. Yopougon GESCO. Il est un peu plus de 15 heures ce lundi. Le corridor fermé dans la matinée à la circulation. Du fait du mouvement d'humeur des militaires et des démobilisés est ouvert. De nombreux véhicules entrent et peuvent à nouveau sortir d'Abidjan à la grande joie de la population. Ce matin, si tu voyais les voitures qui étaient garées ici, vraiment c'était trop. Bon, si on nous dit qu'à Bouaké, à Wangol aussi, c'est pareil aussi. Vraiment, ça n'arrange pas le pays. Les opérateurs économiques peuvent nous quitter par rapport à ça. Le pays était bien parti, mais s'il faut revenir à zéro encore, après 10 ans de crise. On veut la paix, vraiment tout ce qui se passe, que ça soit réglé, qu'ils écoutent aussi le président. Cette joie est partagée par les nombreux commerçants et commerçantes de ce secteur. On a constaté que les véhicules n'entraient pas et ne sortaient pas. Bon, ceux qui ont des marchandises dans leur, comment on appelle, camion, vous voyez comment la situation est un peu déplorable. Et concernant nous qui se cherchons sur cette voie-là, pensez-vous qu'à la fin du mois, on peut avoir quelque chose pour pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants? En Côte d'Ivoire, ici, là, on veut la paix. Côte d'Ivoire est trop beau pour faire palabre. C'est la paix, nous, on veut. Du côté de la Riviera à Cocody, la circulation était toujours bloquée au niveau du rond-point de la Palmeraie. Impossible pour les véhicules d'aller plus loin sur cette voie menant à Bingerville. Dans la zone sud d'Abidjan, c'est le calme qui prévaut ce lundi. Dans la zone portuaire de Trècheville-Vridi, en passant par les communes de Marcory, Koumassi et Port-Boué, commerce et transport, tout tourne au ralenti. Franck Quadio. En route pour le sud d'Abidjan. La feuille de route, un constat de l'ambiance après les remous de la matinée provoqués par le mouvement d'humeur des soldats. Première escale, la zone industrielle. Il est 15 heures, ce n'est pas l'ambiance des jours ouvrables. Quelques camions cependant chargés sont en activité. Occasion pour faire un tour dans un entrepôt de cacao visité par les flammes depuis ce matin, 5 heures.
On ne nous autorise pas la capture des images, mais une certitude, l'incident n'est en rien lié aux événements. Cap alors sur Vridi, cité dortoir liée à la commune de Port-Bouy, tout aussi calme. Décor similaire à Port-Bouy. Le trafic tourne à un rythme lent selon les transporteurs qui disent sentir l'impact des événements de la journée. Bon, en matière de notre boulot, ça n'a pas été sapé. Beaucoup d'hommes sont vite rentrés. Quand c'est passé au niveau de la rue, on prend des gens ici, tu Port-Bouy, commence à Macoré. Maintenant, terminé, c'est tout à Tréville. Donc avec ça, ça fait que, bon, par exemple, quand je n'ai pas pu rouler, je suis obligé de garer la voiture. Parce que lorsque ça commence de l'autre côté, on ne sait pas comment est-ce que ça va terminer. Sinon, dans notre communauté, on n'a pas vu. En tout cas, il faudrait qu'on sortait d'abord voir qu'il y a quelque chose qui est passé en ville. Sinon, ici, franchement, on n'a rien vu ici. Un constat qui s'étend jusqu'au grand carrefour de Koumassi, Marcory et même à la gare de Bassam à Trècheville. Activité ralentie à 16 heures passées, heure de pointe. À l'école de gendarmerie et à l'école nationale de police, pas de troubles. Par contre, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, quelques perturbations ont été enregistrées. Ami Sissoko. Cocody, ce lundi, l'école de gendarmerie, l'école nationale de police, rien à signaler. Aucun signe de perturbation. Aucune voie barrée dans les environs des deux écoles. Quelques minicars, communément appelés Baka, circulent. Il n'y a rien, seulement que je pense que la population est un peu effrayée, c'est tout. Il n'y a rien à l'école de gendarmerie, il n'y a rien à l'école de police. Voilà, à Cocody, la cité des arts, le coin est calme, il n'y a rien, on est là. Dit que ces écoles-là sont prises en otage, en tout cas, c'est trop dit. Actuellement, nous sommes présentement en phase de l'assaut des forts, vous pouvez le constater. En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas la grande influence, mais quand même, quelques petites populations vaquent à leurs préoccupations. C'est la peur quand même qui est dans le ventre. Il y a la psychose aussi qui se crée lorsqu'il y a ce genre de situation. Cap sur l'université Félix Houphouët-Boigny, nous rencontrons un petit groupe d'étudiants sous le choc. Des individus non encore identifiés profitant de la situation actuelle les auraient agressés. Bon, on était en salle le matin, qu'un groupe est venu, ils étaient armés. En tout cas, ils n'étaient pas étudiants. Ils étaient armés, ils sont venus. C'est vous les étudiants, ils ont commencé à nous agresser. Donc je porte les verres, ils m'ont tapé, ça m'a blessé. Du coup, ils ont pris mon sac. En tout cas, tous mes documents sont restés dedans, mes pièces, tout. Nous-mêmes, nous étions cachés en amphi là-bas. Ils se sont un peu dispersés au niveau de toute l'université, même en CT même. C'est après que les étudiants ont répondu, ils ont fui. 14h45. Au moment où nous quittions les lieux, l'école de gendarmerie, l'école nationale de police et l'université Félix Houphouët-Boigny ne souffraient d'aucun trouble. À Boaké, dans la région de Gbeke, à 7h06, c'est le calme. Un calme relatif, mais les commerces et stations-service restent fermés. Pas d'affluence dans les rues, la plupart des personnes préférant rester chez elles ce lundi. Voilà pour ce qui concerne la situation tendue que le pays vit depuis ce dimanche. Mais vous l'avez entendu tout à l'heure, au nom du gouvernement, le ministre en charge de la Défense a annoncé un accord de sortie de crise. Direction la France, le vice-président ivoirien participe au Africa Days, des journées organisées par HEC Paris. Daniel Cablon-Duncan a échangé avec plusieurs personnalités, principalement des chefs d'entreprise, dans le cadre de partenariats avec la Côte d'Ivoire. Ce lundi 15 mai, c'est la journée internationale de la famille. Cette 23e édition vient donner l'occasion aux gouvernants de rappeler l'importance de la famille dans la société. Les assistants sociaux ont reçu à cette occasion des renforcements de capacités spécifiques. Fidèle Aigné, Franck Quadio. La famille, principal lieu d'éducation et d'apprentissage des vertus sociales, constitue le noyau de la société. Source de cohésion, la famille ivoirienne connaît ces dernières décennies quelques problèmes. Le gouvernement ivoirien entend réformer la famille en vue de l'émergence d'un type d'ivoirien nouveau, veut cher au président de la République. Il ne faut pas dire nous sommes fatigués parce que nous ne devons jamais nous fatiguer de nous occuper de nos enfants. Le ministère invite les familles à prendre leur part de responsabilité parce que tout part de la maison. C'est dans la maison que naît l'enfant, c'est dans la maison que l'enfant fait ses premiers pas et c'est dans la maison que nous devons commencer à donner à l'enfant l'essentiel des valeurs pour son intégration et sa socialisation. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire si ce n'est pas le père et la mère.
Pour faire émerger cet Ivoirien nouveau, il faut des travailleurs sociaux bien outillés. Le gouvernement y travaille à travers la formation de ses agents. Les travailleurs sociaux sont ceux-là qui sont vraiment les appuis du ministère pour pouvoir atteindre son objectif d'édification de l'Ivoirien nouveau, de renouvellement ou de renaissance de cet Ivoirien-là. L'atelier va nous permettre de renforcer d'abord nos capacités en matière de prise en charge des femmes, des enfants et des familles, et nous apporter de nouveaux outils pour l'accompagnement de ces familles-là. La politique nationale de la famille pour l'émergence de l'Ivoirien nouveau, c'est le thème de la 23e édition de la Journée internationale de la famille célébrée chaque 15 mai. Le Conseil national Coton Anarcade outille les 60 meilleures coopératives de production de cajou. Elles ont reçu en plus d'une formation des kits d'analyse de la qualité. Noël Niagno. Être premier exportateur de cajou au monde, c'est bien. Mais faire aussi de la qualité, c'est mieux. Et pour cause. La durabilité de la filière dépend de la qualité du produit. Le revenu du producteur est impacté par deux notions, le prix et la quantité. La quantité relève donc du producteur, la qualité également, mais la qualité mérite d'être entretenue. Comment entretenir cette qualité? Comment évaluer cette qualité? Voilà le nouveau challenge du Conseil Coton Anarcade. Pour relever ce défi, le Conseil a choisi les 60 meilleures coopératives des 12 régions productrices de cajou de Côte d'Ivoire. Elles ont été équipées et ont reçu une formation pour faire une meilleure exploitation des kits d'analyse de la qualité, c'est-à-dire connaître le taux d'humidité. Il ne doit pas être supérieur à 10%. Les coopératives doivent également savoir comment et quoi faire pour avoir de bonnes noix, surtout que la taille de la noix est déterminante. Une chose essentielle guide ces actions. La qualité a un prix sur le marché international. Les responsables de coopératives vont saluer la pertinence de l'initiative et sont prêts à l'amplifier auprès de leurs mandants, de sorte à élargir la base de la pratique qualité. Les producteurs se sentent cette fois-ci bien considérés dans la formation et dans l'instruction dans la filière Anarcade. Ça nous permettra, nous à nous tour, de former la base, de sensibiliser la base, afin que la Côte d'Ivoire soit toujours la tête de la filière dans le monde. Pour mémoire, cet atelier est consécutif aux recommandations de décembre 2016 sur l'amélioration de la qualité de la noix de cajou origine Côte d'Ivoire. Cette formation est initiée par le Conseil du Coton Anarcade en partenariat avec le PESAC, programme d'appui au secteur agricole. Le statut des élus locaux, la fonction publique territoriale, les finances locales, les services essentiels et le rôle des élus locaux dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces points sont inscrits dans le plan d'action élaboré en 2016 par les collectivités territoriales et elles font aujourd'hui le point. Mamadou Kwasi. Le statut de l'élu local, la gestion des ordures ménagères et des eaux usées, le manque de ressources humaines qualifiées et adaptées, transfert de compétences partielles, le rôle des élus locaux dans la lutte contre le réchauffement climatique, autant de sujets qui préoccupent les maires, les présidents des régions et les gouverneurs des districts de Côte d'Ivoire. Un groupe de plaidoyer a été mis en place en vue de faire porter ces préoccupations au plus haut niveau. Un an après la mise en place des plans d'action, l'heure est au bilan. Aujourd'hui, nous avons une situation qui est assez importante, c'est que les élus n'ont pas de statut. Au même titre qu'il y a des fonctionnaires de l'État, il doit y avoir des fonctionnaires de collectivités territoriales qui ont donc la garantie de leur statut, qui ont donc la facilité d'une mobilité. C'est-à-dire que quelqu'un peut être agent à Bassam, à la commune de Bassam, demain être affecté à la commune de Bonois, par exemple, avoir des droits et des avantages. Les finances locales occupent une place importante dans les débats. L'Association internationale des maires francophones, AIMF, décide d'accompagner les fêtières ivoiriennes dans la réalisation de leurs projets de développement. Les villes se développent très vite et donc il est important qu'elles aient les moyens financiers, humains, en termes de compétences techniques, en termes d'autonomisation financière, pour répondre aux défis qui se posent du fait de la croissance urbaine. Accès à l'eau potable, l'aménagement urbain, la planification, tout ça sont ces défis qu'on souhaite accompagner. Le transfert des ressources de l'État en Côte d'Ivoire ne représente que 2%. Or, l'UMOA, les normes, c'est 20%. Vous voyez un peu l'écart, moins de 18%. Sans compter aussi la technicité qu'on doit pouvoir nous transférer. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité,
Le directeur général de la décentralisation et développement local a rassuré les élus locaux de la prise en compte de leurs préoccupations pour faire de la décentralisation une réalité en Côte d'Ivoire. Moi-même convaincu que la solution réside dans un dialogue renforcé entre toutes les parties prenantes, particulièrement entre l'État et les collectivités territoriales, et qu'une logique contractuelle fondée sur des objectifs communs et des moyens clairement définis est la voie la plus sûre pour obtenir des résultats favorables. Pendant ces 2 jours de travaux, les acteurs du développement local ont élaboré un nouveau plaidoyer qui sera soumis au gouvernement ainsi qu'aux députés. Toute chose qui devrait renforcer et faciliter la tâche des élus locaux dans leur politique d'amélioration des conditions de vie des populations. Bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, l'USAID renforce les capacités de la Cour des comptes à travers un projet de transparence fiscale. Lansine Bakayoko. La Cour des comptes, juridiction suprême qui a l'entière responsabilité de contrôler les finances publiques et de détecter les fraudes éventuelles. Une mission délicate qui nécessite rigueur, intégrité et transparence. Nous sommes convaincus que le rayonnement de la Cour des comptes dans l'architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire va contribuer au renforcement de la confiance entre l'État et les citoyens, à rassurer les investisseurs et les partenaires au développement en vue d'une croissance économique plus forte et enfin garantir une stabilité politique durable. Avec ce projet, les États-Unis espèrent donc renforcer les liens institutionnels entre l'exécutif, le législatif et la Cour des comptes. Il s'agit d'équipements, surtout de moyens logistiques. Le présent appui de l'USAID arrive à point nommé. Il vise à satisfaire les besoins de formation en informatique, à rendre fonctionnelle la gestion électronique des documents et à permettre le renforcement des capacités indispensables pour exercer nos activités dans des conditions optimales. Ce soutien à la bonne gouvernance, dont la durée est de 6 mois, a été financé à hauteur de 225 millions de francs CFA. La Cour des comptes est chargée de veiller sur la régularité et l'efficacité dans l'utilisation des ressources publiques. Ce rôle est-il pleinement joué? Lansine Bakayoko. Organique en 2015, la Cour des comptes est une juridiction administrative ivoirienne, chargée principalement de juger la régularité des comptes publics, contrôler l'usage des fonds publics par les ordonnateurs, les entreprises publiques, les organismes privés bénéficiant d'une aide de l'État. La Cour des comptes de Côte d'Ivoire se veut en effet une garantie supplémentaire de la transparence et du bon emploi de l'argent public. Nous veillons sur le bon usage des impôts que les Ivoiriens payent, de l'usage qui est fait de l'argent public. En exerçant une compétence juridictionnelle et une compétence de contrôle de la gestion des finances publiques, la Cour des comptes hérite des attributions dévolues à la Chambre des comptes à laquelle elle succède. À équidistance du Parlement et du gouvernement, ses pouvoirs se trouvent renforcés. De plus en plus, il apparaît que l'institution qui contrôle la gestion des finances publiques soit une institution indépendante. Et donc, en sortant de la Cour suprême, l'indépendance de la Chambre des comptes, donc, qui est devenue Cour des comptes, est renforcée. Nous sommes maintenant une institution à part entière. Il s'agit d'un contrôle éminemment technique qui vérifie que les règles spécifiques s'imposant aux comptables publics sont bien respectées. Ce contrôle s'étend dans toutes les administrations publiques, y compris dans les organismes non dotés de comptables publics. Ainsi, chaque année, la Cour procède à des investigations sur pièce et sur place. Mais la Cour peut aussi mettre en jeu la responsabilité des décideurs et des gestionnaires publics. La Cour des comptes aura un parquet près la Cour des comptes. Si jamais il y a des manquements constatés, automatiquement le procureur, et qui assiste d'ailleurs aux audiences, donc est informé en temps réel. Avant, on ne pouvait poursuivre que les comptables publics. Mais avec la LOLF et le Code de transparence, on peut aussi poursuivre les ordonnateurs. La Cour des comptes a acquis des attributions nouvelles, dont la réception de la déclaration du patrimoine du président de la République lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci.
Protection de l'environnement pour lutter contre l'utilisation et la commercialisation des pesticides obsolètes. Un projet de gestion a été mis sur pied en accord avec le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Grace Kando. Les pesticides obsolètes sont des produits chimiques non homologués, périmés, interdits et frauduleux. Ces produits sont un danger pour l'homme et une source de pollution pour l'environnement. Au niveau de la reproduction, vous pouvez avoir un impact mutagène, cancérigène, et notamment un impact dans le développement de la croissance des enfants, des personnes les plus vulnérables, et notamment chez les femmes enceintes. Nous devons d'abord sensibiliser les producteurs pour que déjà ils puissent utiliser les pesticides de manière rationnelle. Mais en même temps qu'ils fassent très attention à ce qui concerne les pesticides obsolètes, parce que nous devons combattre cela ensemble. Face à cette réalité, le gouvernement s'est engagé dans l'élimination de ces pesticides obsolètes et des déchets associés, d'où cette première réunion de pilotage du projet de gestion des pesticides obsolètes qui regroupe plus d'une dizaine de ministères. Il s'agira donc, dans un premier temps, de réaliser l'inventaire de tous les pesticides, d'identifier et de collecter les pesticides obsolètes. Le projet aidera à la promotion des alternatives aux pesticides. Un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 6 milliards sur 5 ans. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, l'utilisation des pesticides de bonne qualité a permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer ses rendements agricoles et d'accroître la productivité de plusieurs cultures. Sur la scène culturelle ivoirienne, la 3e édition du FECADAN, le Festival culturel des Ardents. Des innovations majeures cette année avec notamment un volet scientifique. Davy Soyo et Abou Sanogo. La diversité culturelle, la cohésion sociale et le développement local seront au cœur de la 3e édition du FECADAN, le Festival des arts et de la culture d'An qui aura lieu du 3 au 6 juin prochain à Mans. Ce festival qui vise à célébrer la culture d'An a été lancé à Abidjan avec des innovations. Cette année, en plus de la présentation de la culture d'An, vous aurez la culture Sénoufo, la culture Gouro et le volet scientifique parce que c'est vrai que nous valorisons, mais il faut laisser les écrits scientifiques qui pourront être cités des années après. Donc il y a un atelier avec des communications de l'UNESCO, des communications des spécialistes qui vont marquer cet événement. L'une de notre missions, c'est la promotion de la culture, d'apporter un appui à l'État parti, d'apporter un appui aux communautés, aux activités des ONG et associations. On ne pouvait pas ne pas accompagner le FECADAN dans cette initiative. Le FECADAN envisage également de favoriser l'intégration de toutes les communautés de la région du Grand Ouest. Plus de 10 000 festivaliers sont attendus à ce rendez-vous. Ils pourront visiter les sites touristiques de la région tels que les ponts d'Eliane, les cascades et les montagnes. Dans l'actualité internationale en France, Édouard Philippe, maire du Havre et proche d'Alain Juppé, a été nommé Premier ministre. C'est donc au lendemain de sa prise de fonction qu'Emmanuel Macron a fait connaître le nom de celui qui mènera son premier gouvernement. Revenons sur ce qui fait l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Au sortir d'une réunion de crise, le gouvernement a annoncé un accord de sortie de crise, la déclaration du ministre chargé de la Défense. Le mercredi 10 mai 2017, une délégation de soldats du contingent 8400 a été reçue à leur demande par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Au cours de cet entretien, les soldats ont présenté leurs excuses à la nation et ils ont informé le Président de la République de leur décision de renoncer à toute revendication d'ordre financier. Force est de constater que des incompréhensions et divergences sur les déclarations du porte-parole de ces soldats ont abouti à des troubles dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, entraînant malheureusement des dégâts matériels importants, des blessés et des pertes en vie humaine.
Face à cette situation, en vue d'éviter tout enlisement et plus d'endeuillement de famille, l'état-major général des armées a entrepris des échanges avec les soldats hier, dimanche 14 mai, et ce lundi 15 mai 2017. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise. Par conséquent, nous appelons l'ensemble des soldats à libérer les corridors, à retourner dans les casernes et à veiller à la quiétude des populations. Nous invitons les populations à garder leur calme et nous les assurons que tout est mis en œuvre pour un retour rapide à une situation apaisée. Voilà à l'instant la déclaration du ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, au sorti d'une réunion de crise à la primature cet après-midi. Merci de nous suivre sur RTI 1 et très bonne fin de soirée à tous.